Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 5 juin. Barrages, incendies, pillages, les forces de l'ordre ne parviennent toujours pas à mettre fin aux troubles en Nouvelle-Calédonie. Que pense la jeunesse polynésienne de cette crise? Nous leur avons posé. Nous emmènera en immersion au cœur d'un service en crise. Un sujet épineux que nous aborderons avec la directrice du CHPF, Claude Panero, est notre invitée ce soir. Les candidats sont en ordre de bataille. Les élections européennes, c'est samedi en Polynésie. Mais qu'est-ce que le Parlement européen? Comment fonctionne-t-il? Quel est son rôle? C'est le décryptage que nous vous proposons ce soir. Après 36 ans d'existence, elle est la plus grande course de Va'a en V1. Le Te Aito commence demain et les courses à partir de vendredi. Plus de 700 rameurs engagés pour une édition qui renoue avec ses fondamentaux. Pour en parler, nous recevons le cofondateur de cette course mythique, Mara Eitama, est notre invité. 7 morts, 600 blessés, 7000 chômeurs et 1 milliard d'euros de dégâts estimés. C'est le bilan provisoire de la crise en Nouvelle-Calédonie. Barrages, pillages, incendies. La situation dure depuis maintenant près de 4 semaines, malgré l'intervention des forces de l'ordre. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois encore mineurs. Que pense la jeunesse polynésienne de ces mouvements de violence? Le phénomène peut-il arriver en Polynésie? Élément de réponse avec Kaline Liénard et Nicolas Suire. Sur les barrages érigés sur les routes calédoniennes, on retrouve beaucoup de jeunes. Sur 500 interpellations, une trentaine sont des mineurs. Alors quel regard portent les jeunes polynésiens sur la situation du Caillou? Déjà que c'est pas bien, ça détruit le pays, les gens autour. Ils pensent pas au mal qu'ils peuvent faire aux autres. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Et faudrait qu'ils arrêtent ça. On n'a pas besoin de la violence, on a besoin de juste faire une réunion pour qu'on puisse voter. On ne va pas vouloir trop écouter des gens qui sont trop violents. Ils préfèrent mieux écouter des gens qui sont calmes. Parce qu'on ne résout rien avec la violence. En étant calme qu'on peut tout résoudre. L'anthropologue Simone Grand, elle, apporte un regard différent sur les causes de ces émeutes. La montée de la violence, elle est là. TikTok, c'est un outil de diffusion. C'est tout. Mais TikTok n'est pas responsable de ça, ce n'est qu'un outil, c'est ce que l'on en fait. C'est la société de l'avoir ou qui a inévitablement, régulièrement, il y aura des épisodes de violence. Il faut le savoir. C'est un choix de société que nous avons fait. Depuis le début de la crise, 3500 policiers et gendarmes ont été déployés, mais ils n'ont toujours pas réussi à ramener l'ordre sur le Grand Nouméa. Poumons, utérus, sein, chaque année, le nombre de cancers augmente. Pourtant, le traitement de ces maladies au Fénois souffre d'un manque d'oncologues. Alors que l'activité de radiothérapie a triplé en 15 ans, le service n'arrive pas à garder les médecins plus de quelques mois. Le salaire n'en est pas la cause, c'est plutôt le manque d'encadrement administratif et un sentiment d'isolement qui repousse les candidats. Immersion au cœur du service dans ce dossier, signé Caroline Fary et Marcel Bonneau. J'en ai pas pour très longtemps. Après, je la mets dans la course pour son traitement. On va faire ça, comme ça, c'est quand même plus décent. Dans ce service de chimiothérapie, cette oncologue va annoncer son départ au mois d'août à la patiente qu'elle suit depuis près d'1 an. Elle s'est occupée de ma sœur et là, tout va bien. Et là, tout d'un coup, on apprend son départ en août. Je voudrais bien savoir. Et elle me dit qu'elle était là que pour 1 an. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais qu'est-ce qu'on fait pour les patients déjà, pour ces personnes qui ont besoin en fait, de soins? Surtout dans des moments où on traverse un cancer, tu donnes ta confiance à un médecin. L'inquiétude est d'autant plus justifiée que ce médecin, sur le départ pour des raisons familiales, en charge des cancers gynécologiques, soit près de 60% des cancers en Polynésie, ne sera pas remplacé dans l'immédiat. À ce jour, il n'y a aucun oncologue médical qui va revenir prendre ma suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les patientes qui ont un cancer du sein et un cancer d'origine gynécologique en Polynésie ne pourront plus être suivies à partir du mois d'août. C'est pour ça que nous on tire la sonnette d'alarme, parce que les patients sont extrêmement inquiets et à raison. L'outre-mer fait peur.
Un manque d'attractivité dû en partie à une situation atypique d'isolement du médecin. L'oncologue travaille seul, contrairement aux centres nationaux qui regroupent plusieurs dizaines de spécialistes. Mais la pénurie d'encadrement administratif, précieux support pour les thérapeutes, rebute également les candidats. La raison aussi du manque d'attractivité, elle s'explique aussi par l'inadéquation entre les moyens humains et l'activité qui est grandissante. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de création de postes sur les secrétariats, sur la coordination, et également sur l'accompagnement psychosocial des patients. Et tu peux patienter là, attendre la patiente qu'elle finisse, comme tu peux repasser après dans 20 minutes, 30 minutes. Alors que l'activité de radiothérapie du CHPF a triplé en 15 ans, cette secrétaire médicale gère seule tout le travail du service. Accueil des patients, saisie de comptes rendus, planning des médecins. Les autres secrétaires ne restent pas plus d'1 an. Oui, j'aimerais bien qu'on soit au moins deux fixes. Et après, si on peut avoir au moins une troisième qui vient peut-être à mi-temps, ça sera parfait. Parce qu'avec toutes les tâches administratives qu'on a dans le service, c'est très difficile. La création d'un poste d'infirmière de coordination pourrait libérer les médecins du sur-régime observé aujourd'hui, ainsi qu'un 5e poste d'oncologue à temps plein. Or, sur les 4 emplois que compte le service, l'un reste vacant. En cause, le turnover incessant des remplaçants. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui serait extrêmement utile, c'est qu'on puisse avoir des liens très forts avec des centres de métropole qui nous envoient des médecins, même pour des durées limitées. Le mieux, ce serait bien sûr des mises à disposition pour des durées de 2 ans, 3 ans, pour arriver à construire une vision de la cancérologie, un projet de service, etc. Là, on a besoin d'eux, vraiment. C'est ce qu'on souhaitait vraiment notre dirigeant de notre pays, de voir vraiment avec le patriarcat, de mettre au point, que ce soit les infirmiers et les tentés. Avec 900 cancers décelés chaque année en Polynésie, le sous-effectif médical impose des solutions d'urgence. Des recrutements à l'international sont aujourd'hui envisagés. Et nous allons rester dans ce sujet épineux avec la directrice du CHPF, Claude Panero, est notre invitée ce soir, Yaorana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a vu dans ce dossier, des oncologues, des médecins qui ne restent pas, des patients qui quand même témoignent de leur inquiétude. Quelles sont les solutions aujourd'hui dans l'immédiat pour pallier ce manque ? Alors, avec les équipes médicales et paramédicales, les perspectives du service de l'oncologie, notamment dans les recrutements médicaux qui sont impératifs pour les mois à venir, sont une préoccupation constante. Et nous sommes depuis plusieurs semaines en collaboration avec le chef de service et les cadres supérieurs de santé en comité interne de suivi. Et nous cherchons évidemment à consolider la situation. D'abord, la première des choses que nous avons faites, puisque ça a été évoqué dans votre sujet, nous avons bien évidemment conforté et consolidé toute la filière et toute la prise en charge, la coordination de la prise en charge des patients, bien sûr en renforçant les secrétariats médicaux, en étant également à créer un poste d'infirmière de coordination et de programmation. Et puis nous sommes également en train de recruter, en tout cas on fait des annonces et c'est aussi un sujet difficultueux de recrutement. Nous cherchons aussi à consolider la filière avec un recrutement de médecins généralistes. Donc aujourd'hui, tout est mis en œuvre et ça a été évoqué en terminaison de votre reportage. Nous sommes même au point d'activer non seulement les centres de référence et les médecins ont activé leur réseau. Et effectivement, ce sujet est un sujet national, voire même mondial. Et nous sommes aujourd'hui effectivement sur des sujets de recrutement auprès des pays européens pour essayer de venir consolider cette filière et notamment parce qu'on en a la préoccupation. Nous n'avons pas de perspective de recrutement pérenne avant novembre. Alors justement, le recrutement, c'est un peu au cœur de l'actualité. 19 chefs de service ont déposé leur démission qui a été refusée par le ministre de la Santé. Ils demandent 150 postes. Le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe de 3,7 milliards. Demain, tous les médecins vont être en brassard noir, c'est ce qu'ils ont annoncé. Quel est votre avis, justement, vous, là-dessus ? Alors, la situation de l'hôpital est complexe. Elle est complexe déjà depuis plusieurs années. Lorsque les médecins, aujourd'hui, démissionnent collectivement, même si cette démission a été refusée, bien évidemment, ils veulent
porter un message fort aux autorités sur le contexte dans lequel aujourd'hui l'établissement hospitalier est appelé à agir, dans un contexte de moyens où en fait la situation, les besoins en santé de la population, les besoins présents, mais également ceux que l'on figure pour le futur, sont aujourd'hui prégnants, et on s'interroge en effet sur l'adéquation entre les moyens qu'il nous faut pour arriver à assurer un service public hospitalier de bonne qualité, et en même temps des à-coups budgétaires qui en effet pénalisent les projections financières et surtout la rassurance aussi que l'on peut apporter aux équipes. Donc à aujourd'hui, bien évidemment, notre tutelle, le ministère des Finances, l'Assemblée de Polynésie ont relayé les besoins de financement que notre établissement avait pour déjà assurer... Et combien justement? Alors c'est effectivement un peu plus de 3,7 milliards qui sont pointés là d'abord sur le financement, je dirais, du fonctionnement nominal de l'établissement pour lui permettre d'assurer l'ensemble de ses dépenses pour l'année. C'est aussi 1,9 milliard qui a été accordé à l'établissement pour venir renforcer sa trésorerie et encore combler et résorber le passif de ses dettes et donc du coup assurer un meilleur fonctionnement. Et c'est enfin 150 millions qui ont été alloués notamment au service des urgences pour permettre l'ouverture du service d'accueil des urgences vitales. Les besoins immédiats qui sont aujourd'hui couverts, même s'ils ne sont pas à ce stade-là pérennisés dans le cadre du budget 2025, sont aujourd'hui couverts à près de 2 tiers, plus de 2 tiers, puisque ça représente aujourd'hui près de 100 100 postes qui vont pouvoir être conduits sur les opérations de cette année 2024. Et le ministre a annoncé un audit des RH. Alors justement, on va y venir. Hier, vous étiez en conseil d'administration et il y avait justement le ministre de la Santé qui a annoncé un audit, notamment sur les postes à pérenniser d'ici la fin de l'année, mais ce n'est pas la seule chose. Alors, effectivement, le ministre est soucieux, bien évidemment, de répondre, et il le fait là, dans l'immédiat, aux besoins qui s'expriment, qui sont ceux de la communauté médicale, mais il n'y a pas que, évidemment, la communauté médicale, il y a également toutes les catégories socio-professionnelles qui sont concernées par les moyens que l'on doit chercher à satisfaire pour améliorer la qualité de prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels de santé. Mais nous sommes, d'une certaine façon, aussi à la croisée des chemins, parce que la maîtrise des dépenses de santé, c'est aussi tout un enjeu, et que effectivement, dans un idéal sans concession qu'on peut comprendre lorsque l'exercice, la pratique hospitalière est dans un idéal du soin, il reste qu'à aujourd'hui, le ministre attend d'une sorte de contrepartie sur des organisations de soins qui soient repensées, et un audit RH qui viendra dans un premier temps pointer les premières priorités de création de postes, et également valider et opérer une revue de pertinence de tous les besoins de ressources et les créations de postes qui nous seront nécessaires dans le cadre d'un nouveau projet d'établissement. Merci beaucoup Claude Panero. Je rappelle donc que vous êtes directrice du CHPF. Merci. La campagne électorale bat son plein à quelques jours du scrutin. Place à notre page dédiée aux élections européennes. Plus que 3 jours avant de se rendre aux urnes, les élections européennes ont lieu le 8 juin en Polynésie, le 9 en métropole. 81 sièges sont à pourvoir au Parlement européen qui comptera 720 eurodéputés pour les 5 prochaines années. Mais quel est le rôle du Parlement européen? Comment fonctionne-t-il? Kessi Wezoptahi vous propose un décryptage. Regardez. C'est dans cet hémicycle à Strasbourg que les députés européens se réunissent une fois par mois pour voter. D'autres séances additionnelles se tiennent-elles à Bruxelles. Ici siège le président, élu pour 2 ans et demi renouvelables. Et là, les eurodéputés répartis en grandes familles politiques. En tout, ils seront 720 suite aux prochaines élections, élus pour 5 ans. Ils sont également répartis en 20 commissions parlementaires spécialisées. Leurs 3 grandes missions sont les suivantes. Voter les textes de loi, le budget, contrôler la Commission européenne. Comment fonctionne cette machine législative ? Eh bien, la Commission européenne adresse des propositions législatives au Parlement. Celui-ci va en débattre, les amender et les voter. Qu'il s'agisse du budget, de la politique agricole commune ou encore de textes relatifs à l'environnement par exemple, toujours dans le cadre des accords conclus entre les 27 États.
Pour être adopté, un texte doit être validé par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, composé de ministres des gouvernements européens. Et quand la Commission européenne ne propose rien sur un sujet, le Parlement peut aussi alerter en proposant ce qu'on appelle des rapports d'initiative. Enfin, l'autre grande mission du Parlement européen est celle de contrôler la Commission européenne. Il peut donc la censurer, voire la contraindre à démissionner. Le Parlement se prononce également sur l'investiture des membres de cette commission. Et il doit approuver la candidature de celui ou celle qui présidera la commission. Conséquence, en votant pour le Parlement européen, les citoyens de l'Union contribuent aussi à la composition de cette commission. C'est la fin de cette page dédiée aux élections européennes. Ne ratez pas demain pendant notre journal télévisé le face-à-face entre 3 candidats, Jackie Briand, Éric Minardi et Moerani Frébeau. C'est la plus grande course de Va'a en V1. Le Teaito commence demain avec la cérémonie d'ouverture et se termine samedi. Après une année noire et très décriée, cette nouvelle édition revient aux fondamentaux avec une seule étape, un départ et un retour au Parc Aureitinho à Pirée, du Va'a et seulement du Va'a. Plus de 700 rameurs déjà inscrits. Cette édition sera-t-elle un succès? Réponse ce week-end, mais en attendant, place au dernier réglage pour l'organisation et les rameurs. Reportage Mélodie Ouilamoa Fassionné, Ariou Etefafana et Patrick Tixing. Pour cette 35e édition, l'homme à abattre, c'est lui, Brice Punuatahitua, le Teaito 2023. La compétition sera rude, il le sait, mais il garde la tête froide. Pas plus de pression, hein. Je sais que ça va être dur, mais après il va falloir rester combatif durant toute la course jusqu'à la fin et bien ramer intelligemment pendant toute la durée de la course. Keoni Sulpice fait son entrée dans la catégorie senior cette année. Pas de pression pour le Chilien. L'objectif est de terminer dans le top 10 avec un parcours très technique. Ça nous permet de glisser un peu la première partie. Ensuite, on a une longue remontée quand même jusqu'à Mahina. Et pour terminer encore avec de la descente jusqu'à la course, et moi ça va, hein, c'est un parcours on va dire assez complet. Du coup, je pense que celui qui va gagner samedi, va être le rameur le plus complet aussi. Du côté de l'organisation, la distribution des packages est en cours depuis le début de la semaine. À noter une forte participation des jeunes catégories. Avec les minimes et cadets, avec des jeunes encore de la presqu'île, et je crois qu'on sera à peu près une dizaine, on va dire. Je vais inscrire mon fils aussi. Uniquement ton fils? Et d'autres enfants pour récupérer des packages. Ils sont prêts pour participer à la Teaito. Après, on est dans le club de Mataiahoe. Du coup, ça fait longtemps qu'on y est. Hein. Je suis venue récupérer les t-shirts de mon papa, mon petit frère et puis des autres cousins qui sont rameurs avec. D'où viennent-ils? De Rurutu. Et parmi les 80 rameurs étrangers inscrits, un représentant de Wallis et Futuna sur les 5 prévus a pu faire le déplacement, et ce malgré les contraintes aériennes dues à la situation en Calédonie. On vient sans prétention, on sait qu'ici le niveau c'est le plus haut, quoi. On vient pour apprendre, comme je dis toujours. Donc oui, on ne peut pas venir faire le Teaito sans se préparer. Hein. On a commencé à se préparer en début d'année pour la course du Teaito de Wallis et Futuna, dont c'était la première édition cette année qui a eu lieu au mois de mars. Fin des inscriptions demain midi. À 2 jours de la course, près de 700 rameurs engagés avec une belle motivation en plus, le retour des fameux prize money. Et ce soir, nous recevons Mara Eitama, cofondateur de cette course. Yaorana Mara. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, 36 ans d'existence. L'année dernière était une année d'exploration, une année qui a été décriée. Il y a eu des modifications de parcours, des catégories en plus, comme le surf ski ou le paddle, des prize money revus à la baisse. Tout ça, vous l'avez revu cette année, vous avez été à l'écoute et du coup, vous êtes revenu aux fondamentaux. C'était une manière de renouer avec la famille du Va'a? Je crois qu'il fallait effectivement faire le ménage quelque part et on l'a fait. On a, comme vous dites, écouté, entendu et du coup recadré les choses déjà que sur le Va'a, le Vahoe. Et puis ramener les fondamentaux qu'on a toujours appliqués, qui est une sécurité... tolérance zéro pour que les rameurs, les enfants, les parents puissent être garantis que leur enfant ou les rameurs soient
Où les rameurs soient... Haïto qui est quand même l'une des plus grandes courses ici en Polynésie. Il faut déjà dire qu'elle est la doyenne. C'est la course la plus ancienne du calendrier de la Fédé. Et c'est sûr qu'après 36 ans, il faut continuer à chercher comment apporter des innovations, comment essayer d'encadrer tous ces jeunes. Il y a un gros paquet de jeunes enfants là qui arrivent et il faut arriver à les motiver pour qu'ils se sentent bien et qu'on puisse tracer doucement vers les Jeux 2027 avec eux. Alors justement, est-ce que les jeunes sont en nombre cette année parmi les inscrits ? Au pointage de ce soir, effectivement, sur les 700, on est à plus de 730. On a plus d'un tiers, ce sont des catégories jeunes, et ça, c'est de bon augure. Alors, au niveau des inscrits, c'est jusqu'à demain, donc les rameurs ont jusqu'à demain midi. Demain midi, oui. Au niveau des chiffres, vous êtes comment par rapport aux précédentes éditions ? Si on parle que de VA, on est conforme. On est conforme. Le Taito garde ses marques. On a maintenant un passage des seniors vers les vétérans qui se fait de plus en plus sentir. Et on a une arrivée de plus en plus importante au niveau des jeunes et un retour des femmes. Et ça, c'est bien. Combien de femmes, du coup, sont inscrites ? On a... Au niveau femmes complet, on est à 100, 125, 130. Alors, on entendait tout à l'heure Keoni Sulpice dire que celui qui gagnera, ça sera le rameur le plus complet. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? On a tracé. La grande course, on l'a tracé pour faire en sorte que ce ne soit pas le meilleur surfeur qui puisse être avantagé ou celui qui est le plus costaud dans la remontée. On a fait quelque chose qui arriverait à donner un certain équilibre et faire sortir le Haïto de samedi, à mon avis, le plus intelligent qui saura bien gérer son potentiel. Quels sont les favoris aujourd'hui ? Est-ce que Steve Teshotahata, Kevin Serran-Jérusalemi sont au rendez-vous ? Ou est-ce que nous avons d'autres favoris cette année ? Alors, mon favori, je dirais, ce serait Brice, parce qu'il est le maillot jaune sortant, il le portera samedi. Il a prouvé ces dernières semaines qu'il est intelligent dans son parcours. Au moment où je vous parle, Steve, Kevin ne se sont pas inscrits, mais c'est pas grave. Je dis, il y a d'autres champions qui pointent le bout du nez. On a vu Keoni Sulpice, c'est pas mal. Merci beaucoup, Mara Etamon. Merci à vous. Merci beaucoup, et je rappelle donc que vous êtes cofondateur de cette compétition. Du sport, il y en aura aussi sur nos antennes. Ce soir, les Jeux Olympiques avancent à grands pas. Notre émission Matahara en langue tahitienne est consacrée aux préparatifs des JO à Taupo. Impact économique, rencontre avec les acteurs de cet événement extraordinaire. Et Yatabuluk avec Patrick Tingsing et Marcel Bonneau vous propose une immersion à la presqu'île. C'est à partir de 19h35 sur la première. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi 5 juin, près de 900 cas de cancer par an, un service de radiothérapie en surchauffe et pourtant des spécialistes qui manquent, un personnel en sous-effectif, à l'image de l'état plus général de l'hôpital du Taoné. 19 chefs de service sont posés. Leur démission manque d'attractivité, des moyens financiers absents qui manquent. Le gouvernement entend et fait des efforts. Rassurants mais insuffisants, estiment les médecins, qui ont d'ailleurs décidé de vêtir un brassard noir demain soir. À la une de votre quotidien demain, pour un brevet sans odeur à Mataya, en période d'examen, les parents d'élèves du collège continuent à manifester contre les nuisances du dispositif de compostage à proximité. Et on se quitte avec ces belles images de l'arrivée de la pirogue Fafaité à Hawaï pour le Festival des Arts du Pacifique. Je vous laisse en profiter. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet